Buongiorno bianconeri, j'espère que vous allez bien. J'avoue, j'ai un peu profité du fait qu'il n'y ait pas de news qui pouvait accaparer la mienne ou votre attention en ce moment. Donc il y a eu la pause nationale et l'Italie qui a gagné 1-0 contre l'Angleterre et ce soir il va y avoir un match, disons, qui va jouer la première place dans le pool pour accéder à la Final Four en Nations League. Je ne sais pas à quel point vous estimez important la Nations League disons, dans l'évolution de notre national, surtout du fait de toute façon, on n'ira pas à la Coupe du Monde. Mais bon, voilà, je ne suis pas forcément l'Italie en ce moment. Je me concentre un peu plus sur des choses que j'ai à faire à la maison. Et puis voilà, aujourd'hui, je vous fais une vidéo quand même pour pas que vous m'oubliez et pour vous parler un peu du bilan. Après, éventuellement, je pense je ferai une autre vidéo dans la semaine sur la situation actuelle des joueurs de la Juventus, parce qu'il y en a qui vont rentrer de blessures. On parle très bien de la récupération de Pogba et de Chiesa. On va faire vraiment une vidéo récapitulative de comment on arrive à la rentrée de la Serie A, la rentrée pour ce filon qui va être vraiment, vraiment compliqué et où beaucoup de choses vont se jouer. Mais aujourd'hui, on va parler du bilan. Donc, c'est l'ébauche, hein, attention, l'ébauche de bilan qui a été présentée au conseil d'administration, au CDA, de la Juventus il y a quelques jours. Il y avait beaucoup de bruit du couloir selon laquelle le destin d'Allegri aurait dû être décidé là. Ce n'est pas le cas. Sur une éventuelle démission de Nedved, ça limite, ça aurait été un peu plus probable, parce qu'on sait que Nedved est la figure qui s'oppose le plus à garder Massimiliano Allegri à l'intérieur de la société. Donc, ça aurait été limite un peu plus probable qu'il pose sa démission. Ça n'est pas une chose qui s'est passée. Aujourd'hui, on n'a aucune news sur le fait qu'il aurait posé sa démission. Donc, on doit toujours se fier à ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il est encore dans la société. Et donc, ça n'est qu'une ébauche de bilan parce que le vrai bilan définitif sera approuvé par les membres, les stakeholders de la Juventus le 28 octobre. Donc aujourd'hui, on n'en a qu'une relation qui a été soumise au conseil d'administration et on aura le bilan définitif disponible sur le site de la Juventus le 28 octobre. Donc à ce moment-là, on va le regarder le plus en détail avec des lignes vraiment certaines, on va dire, et assurées. Je fais une prémisse à cette analyse que je vous porte sur la chaîne. Moi, je ne suis pas un économiste, je n'ai pas étudié l'économie des entreprises dans ma formation. Et donc, quand on ne sait pas quelque chose, on se réfère, disons, aux connaisseurs. Et moi, je vous porte l'avis de deux personnes assez expertes en la matière. Le premier étant Gaetanos sur Twitter, qui fait aussi des lives avec YouVenMe. C'est un des membres de Juventus & Me. Et donc, notamment, je vais m'inspirer de son thread, qui est donc un enchaînement de plusieurs tweets où il fait un résumé de la relation qui a été présentée au CDA. Donc, je vais la voir ensemble avec vous. C'est un long thread, donc on va traiter tout ça ensemble. Et la deuxième source, c'est la vidéo de Cole Pogob, un très connu youtubeur italien qui fait des interventions toujours assez pertinentes. Et dans ce cas-là, comme lui aussi, il n'est pas économiste, il a fait appel à Alberto Medici, qui est un journaliste économiste de Calcio Finanza. Donc, vous voyez, j'essaie toujours de vous apporter des sources qui s'y connaissent vraiment dans les arguments, du moins que je ne connais pas. Donc, le bilan 2021-2022 de la Juventus, il est arrêté au 30 juin. Et donc, on parle bien entendu d'un décalage, hein, parce que nous sommes en septembre, mais les comptes qu'on va exposer ici s'arrêtent au 30 juin. Et donc, déjà, ils ont eu le temps d'évoluer dans ces peu de mois qui se sont écoulés. Et dans tous les cas, on est sur un négatif de 254 millions. Et donc, c'est le pire du football italien, de l'histoire du football italien, on l'a lu. Et il va même au-delà des prévisions des analystes. On va structurer notre réflexion en plusieurs volets. Donc déjà les gains,
les coûts, le patrimoine, le flux de caisse et après une petite analyse sur le futur. Et je vous invite, si après la partie, disons, plus technique vous saoule, vous pouvez aller juste à la fin, je vous mettrai peut-être le time code, juste à cliquer dessus et vous irez directement à la fin de la vidéo si il vous intéresse juste le résumé final et la situation pour le futur. Donc, la situation désastreuse actuelle de ce bilan est due déjà par deux facteurs majeurs. La baisse des gains et l'augmentation des coûts. Et si les deux, forcément, adviennent en même temps, on a un bilan aussi catastrophique comme celui d'aujourd'hui. Mais tout n'est pas aussi mauvais qu'il semble, on le verra à la fin. Donc, on parle des gains. Les gains, on a eu une réduction des gains par rapport déjà au stadium. On n'a pas le même montant qu'on avait auparavant. Donc, dans cet exercice, on a eu 32 millions qui sont sortis issus de la vente des billets, des abonnements, etc. On a eu moins de droits TV, aux alentours de 20 millions. Et ça, c'est dû déjà au fait que la part de gâteau, enfin le gâteau lui-même déjà il est plus petit et la part de gâteau de la Juventus s'est réduite en pourcentage, donc on a encore moins par rapport à un pourcentage qu'on avait dans les saisons précédentes. Pourquoi? Parce que tout simplement on a eu une position au classement en Serie A qui est allée en décrescendo. On était champion après une 4e place et c'est cette 4e place de Pirlo aujourd'hui qui va impacter le résultat donc de l'exercice suivant qui est l'exercice qu'on regarde aujourd'hui. Donc on est descendu dans le classement, donc forcément on a moins de pourcentage du gâteau et le gâteau lui-même des droits télé de Serie A est plus petit. Ensuite, il y a aussi une raison comptable parce que l'année dernière, il y a eu un décalage de certains matchs qui donc sont passés à l'autre exercice et qui donc ont fait qu'il y avait un exercice plus gonflé en termes vraiment de matchs et donc de sous qu'on a gagné de l'exploitation des droits TV d'un exercice à l'autre. Ensuite, il y a les coûts. Donc la voie des coûts entre l'année précédente, l'exercice précédent et celui-ci a augmenté plus ou moins de 34 millions. Et donc c'est principalement dû à la masse salariale. On est passé de 298 à 325 millions. Et donc c'est en ligne aussi avec la donnée qui était sortie dans la semestrale, qui avait anticipé 160 millions de salaires payés dans le semestre et qui donc projeté sur l'année aurait touché plus ou moins les 300 millions. Mais pourquoi on a des si hauts salaires alors qu'on n'a pas arrêté d'élaguer justement la masse salariale? Et donc la réponse est elle aussi en plusieurs points. Donc en 2019-20, la première année de Covid, on avait proposé aux joueurs de posticiper, donc de leur payer après 3,5 mensualités. Et donc, ces 3,5 mensualités de 19-20 se sont reportées à l'année, à l'exercice qu'on est en train d'étudier en ce moment, donc du 30 juin 2021 au 30 juin 2022. Et à l'époque, la masse salariale de la Juventus, c'est juste la plus haute masse salariale que la Juventus ait jamais eue. L'année en question, c'était vraiment la rose, l'effectif le plus coûteux de la Juventus de son histoire. Il suffit d'aller regarder sur le site Capology avec un Y à la fin.com. En cette année, la Juventus avait une masse salariale en considérant que la première équipe de 255 millions. Et je vous dis juste la première équipe, sans compter les U19, les U23, les Women, qui bien entendu ont un coût dérisoire par rapport à la première équipe, mais qui quand même vont aller augmenter ces 255 millions. Et donc, vu que la masse salariale était hyper conséquente, si on va prendre 3,5 mensualités par rapport à ces 255 millions, et on les reporte sur l'exercice qu'on est en train d'étudier là, vous pensez bien qu'il va droguer ce bilan qu'on est en train d'étudier. Et on doit aussi considérer tous les traitements de fin de rapport, donc tous les sous en gros que la Juventus va donner à des joueurs pour qu'ils quittent l'équipe, qu'on s'en débarrasse. Un pour tous, je parle de Monsieur Ramsey. En parlant de patrimoine, on parle surtout d'amortissement. Donc, petite parenthèse, si vous ne vous souvenez pas ce que c'est un amortissement, prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo, que tu vas acheter
100 millions du Real Madrid. J'utilise des chiffres ronds pour être percutant dans ce que je dis. Donc 100 millions, tu lui fais un contrat de 4 ans, ça veut dire que tu vas inscrire à bilan Cristiano Ronaldo pour 25 millions dans chaque exercice. 4 tranches de 25 millions pendant 4 ans. Et donc, vous vous doutez bien, comme il est parti après 3 ans, il restait 25 millions par exemple d'amortissement. Il aurait fallu le vendre à plus de 25 millions pour avoir un minimum de plus-value, chose qui ne s'est pas passée. Mais ça, c'est juste pour l'exemple, pour vous rappeler ce que c'est un amortissement. Et donc, les amortissements sont réduits par rapport à l'exercice précédent. On a certes pris Vlahovic, donc on a rajouté des amortissements, je crois que c'est sur 3 ans pour Vlahovic, et on est en train de finaliser cette année-là, cette année ici, l'achat de Chiesa, et il reste, je crois, une tranche cette année et une tranche l'année prochaine pour Locatelli. Par contre, on a perdu l'amortissement de Cristiano Ronaldo à hauteur de 25 millions lui aussi. Donc, si, là je vous cite quelques exemples d'amortissements qu'on a rajoutés ou qu'on a perdu, mais si on fait la balance à la fin des comptes, aujourd'hui on se maintient plus ou moins balancé par rapport aux amortissements. Mérite aussi d'un mercato pratiquement à coût zéro, là où tu as pris Paul Pogba et Di Maria sans amortissement parce que tu les as eu à paramètre zéro, où tu as pris un Paredes avec certaines conditions avantageuses, un Kostic aussi, et j'en rajoute tout ce qu'on a pris cette année-là. Éventuellement, Bremer, c'est celui qui nous a coûté le plus, mais si on enlève l'argent reçu par la vente, aussi sujette à amortissement de délicts, vous voyez que tout ça plus ou moins se maintient en équilibre. Ensuite, par rapport au flux de caisse, et là c'est la partie que j'ai moins compris, donc je vous lis exactement les mots ça c'était chez Colpogov. On a 19 millions de charges financières qui vont être elles aussi qui vont être à la baisse dans les prochains temps. L'augmentation de capital de 400 millions sont rentrés dans les caisses, cet argent est rentré dans les caisses de la Juventus afin d'extinguer les dettes, donc pour repayer toutes les dettes qu'on avait. Et il est resté uniquement en termes de dettes, le bond qui est valable jusqu'à encore à 2024, en février 2024, mais qui a un taux assez bas, aux alentours de 3%, parce que c'est un taux qui avait été convenu pré-Covid. Dès que le bilan sera effectif, donc le 24 octobre, on aura une meilleure lecture de la dette restante chez la Juventus, mais normalement, comme dit, le bond c'est justement un des prêts qu'on devait extinguer, mais la récapitalisation de 400 millions a dû normalement aplanir toutes les dettes qu'on avait. Et on passe maintenant à la partie sur le futur. Donc, que va-t-on devenir vu qu'on a aujourd'hui un bilan qui est d'un rouge intense et qu'on n'a jamais vu de notre vie. Donc, ce qu'il faut poser comme limite, déjà, c'est la limite du nouveau Financial Fair Play, qui a été donc imposé par la UEFA cette année et qui oblige les clubs, en gros, je vous fais la synthèse, à ne dépenser pour la masse salariale qu'un certain pourcentage des gains. Donc, toujours pour faire l'histoire simple, imaginons qu'un club gagne et des gains de 100 millions. Cette année, il peut dépenser 90 pour les salaires de ses joueurs. L'année prochaine, ça sera 80. Et l'année d'après encore, donc dans 2 ans, il pourra dépenser que 70%. Donc la UEFA donne 3 ans à tous les clubs pour se mettre à niveau et pour ne dépenser que 70% des gains en masse salariale. Donc la Juventus, je vous mets ici la note officielle du club, est confiante d'être dans les limites qui seront imposées par le UEFA et même avec une certaine marge de sécurité. Donc je vous fais à la volée un petit calcul. Aujourd'hui, si on devait déjà aujourd'hui être à 70%, vu qu'on a des dépenses salariales aux alentours de 325 millions,
et des gains à hauteur de 440, et je vous donne des chiffres vraiment flous parce que j'ai pas vraiment vu avec mes yeux ça inscrit sur un bilan parce que tout simplement je ne le sais pas lire, donc je ne me réfère que à ce qui a été écrit sur le post de Gaetanos et sur la vidéo de Colpogob. Donc à aujourd'hui, on n'y serait bien entendu pas. Il faudrait augmenter les gains jusqu'à 500 millions, donc pour avoir une marge confortable et rentrer dans les 70%. Mais aujourd'hui, on ne doit pas être à 70%, on doit être à 90%, l'année prochaine à 80% et dans 3 ans à 70%. Donc en gros, il y a encore le temps pour la Juventus pour être dans les clous. Il faut dire aussi, et je vous remets ici une des captures d'écran du post, du tweet de Gaetanos, qu'au 30 juin 2022, la Juventus a encore la disponibilité de contracter des crédits à hauteur de 538,3 millions. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec l'argent de la récapitalisation, on a épongé tous nos dettes et donc théoriquement, on pourrait déjà à nouveau contracter des crédits, chose que la Juventus ne va pas faire parce que sinon, ça n'aurait pas eu de sens d'éponger les dettes avec la récapitalisation. Et il faut retenir qu'on a aussi encore une disponibilité, une liquidité à dépenser, qui pourrait être pour le mercato, pour n'importe quelle exigence de la Juventus, aux alentours de 70 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a plus de dettes. On a certes un bilan en rouge profond, mais on a en plus une disponibilité de liquidité de 70 millions. Donc, en projection, et je dis bien en projection, entre l'augmentation prévue des gains suite à la réouverture des stades, au fait que de plus en plus de monde pourra remplir l'Allianz Stadium, espérons aussi vis-à-vis de ce qu'on est en train de voir ces derniers temps. Moi, cette hypothèse, ça me fait un peu peur, mais espérons qu'on ait le public qui soit au rendez-vous, qu'on arrive à bien gagner d'un point de vue, oui, store et tout service annexe, même disons la restauration à l'intérieur du Juventus Stadium. Voilà, tout ça, c'est des gains qui vont aller contribuer au bien-être financier de la Juventus. Et d'une autre part, avec la réduction des gains de la masse salariale qu'on a déjà entamée depuis quelques mois, donc l'énorme baisse salariale que la Juventus a commencé à mettre en place, on devrait bien entendu se situer avec un beaucoup meilleur horizon, je ne sais pas si ça se dit, d'ici l'exercice déjà prochain. Le but, l'objectif que la Juventus se donne, c'est de faire diviser par moitié cette dette, donc d'aller gagner ces 125 millions de dettes, d'être plus qu'à 125 millions de dettes, donc la moitié, l'année prochaine, et puis d'éponger complètement la dette dans 2 ans. Et cela va faire bien entendu appel au fait, pas cette année, on va être clair, hein, on a un peu mis de côté le projet jeune pour se concentrer sur le fait d'avoir une équipe compétitive de suite avec l'achat de Di Maria, de Pogba, avec des salaires, disons, plutôt hauts, même si pas extraordinaires comme ceux qu'on voit en Europe de par ailleurs. Donc le projet jeune, on a un peu mis à côté. Aujourd'hui, les jeunes qui nous restent sont Miretti, Fagioli, et donc on est encore dans un modèle en fait hybride, moitié instant team, moitié équipe d'avenir. Mais l'année prochaine, on n'aura plus Alexandre, on n'aura plus Rabiot, et donc ça fait x2, ça fait 14 millions en moins, donc 28 millions déjà en moins de masse salariale que tu peux aller réinvestir, par exemple, sur un Grimaldo qui va te sortir à 0 du Benfica cette année, espérons qu'il ne nous élimine pas déjà, et qu'après, en milieu du temps, tu pourrais réinvestir l'argent de Rabiot sur un Rovella. Au lieu de 7, tu vas le payer, je ne sais pas, 2 par exemple, ce qui fait que tu as 28 à moins d'un côté, plus 4, imaginons, de l'autre, 2 plus 2, Rovella et Grimaldo. Vous voyez que la situation déjà continue à s'améliorer d'un point de vue masse salariale. Certes, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais la Juventus se dirige à nouveau vers un projet plus sur la jeunesse que sur l'instant team. Cette année, on a dû le faire. Hein. On a dû le faire parce qu'on a perdu aussi beaucoup de personnes à forte personnalité. Je pense à Chiellini, je pense à De Ligt lui-même, même s'il était jeune.
D'autres, disons, vétérans sont partis, donc il fallait les remplacer. C'est pour ça que le projet sportif de cette année devait être forcément un hybride entre l'expérience et la jeunesse. Donc ça veut dire aussi de les payer moins cher. Mais l'année prochaine, je pense qu'on va se réorienter plus vers un projet d'avenir de jeunesse, sachant qu'on aura des joueurs qui aujourd'hui sont dans une tranche intermédiaire entre la jeunesse et l'expérience, qui auront pris encore plus du galon. Je parle de Locatelli, je parle de Chiesa, mais même Vlahovic et Bremer auront franchi à ce moment-là une étape dans leur évolution et donc seront plus considérés comme joueurs expérimentés que comme jeunes. Et donc voilà, la Juventus s'oriente vers un avenir certes beaucoup plus facile, du moins économiquement, qu'aujourd'hui. Espérons qu'on ait aussi un rendu meilleur sur le terrain. Voilà, 20 minutes de vidéo. Waouh, je m'y attendais pas. J'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous a intéressé de faire cette overview globale. Je répète, c'est pas mon domaine d'expertise, c'est pour ça que je me suis appuyé sur la vidéo de Colpo Gobbo, qui a lui-même fait appel à Alberto Medici, un économiste de Calcio Finance, et de Gaetano, c'est F1N1NO, pourquoi faire simple? En gros, c'est fini, non, je pense, mais avec de 1 à la place de la I. Qui est donc un économiste qui travaille chez Juventus & Me, une chaîne Twitch très connue en Italie qui parle bien entendu de Juventus. Moi je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, commenter pour faire grandir la chaîne, abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait, activez les notifications comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et justement il y aura une prochaine vidéo dans les jours qui suivent, soit tactique, soit sur l'actualité des blessures, ou soit je vous fais les deux. Bonne journée, fino alla fine, Forza Juventus, ciao!